La Formule 1 est un sport, et comme tout sport aujourd'hui, il a besoin de deux conditions pour pouvoir exister, quelqu'un qui fait les règles et quelqu'un qui le vend. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas la même personne qui fait les deux à la fois, et pourtant elles sont de fait intimement liées. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos sur le business de la Formule 1, et pour commencer, il faut parler de l'histoire de la Formule 1 pour connaître les différents acteurs et les enjeux. La FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, fait les règles de la catégorie Formule 1. La FOM, la Formula One Management, gère les droits commerciaux de la catégorie Formule 1. Dit comme ça a l'air simple, mais c'est un petit peu plus complexe. Il faut donc revenir encore et toujours au début du XXe siècle. Avènement de l'automobile, tout ça, on fonde une organisation qui s'appelle l'Association Internationale des Automobiles Clubs reconnue en 1904. Bon, clairement, les mecs sont pas passés chez Don Draper pour avoir un nom un peu plus sexy. Happiness is the smell of a new car. On a donc créé l'ancêtre de la FIA. Bon, forcément, la voiture se développe de plus en plus dans la société, et comme il nous manque une case là-haut à nous, les hommes, on organise des courses. C'est bien pour ça qu'on vit pas plus longtemps que les femmes, et je vous rassure, on se surpasse toujours dans ce genre d'aventure dangereuse. N'est-ce pas, Félix ? En 1922, l'AIACR crée donc une branche pour tenter de réguler les courses automobiles, qui va donc s'appeler la Commission Sportive Internationale. Cette branche va donc créer et gérer l'organisation et les règles des fameux Grands Prix automobiles. C'est un peu particulier à cette époque puisqu'il n'y a pas vraiment de championnat en tant que tel. Dites-vous que c'est simplement des courses pendant l'année qui sont différentes mais qui ne sont pas liées entre elles. Jusqu'en 1931 où la CSI crée le championnat d'Europe des pilotes. Surtout qu'étaient présents la Scuderia Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Bugatti, bref, la crème de la crème comme on la connaît aujourd'hui mais qui à l'époque était encore toute jeune. Je vais pas m'éterniser sur ce championnat, on reviendra dessus dans une autre vidéo. Fin de la WW2, la paix et la vie reprennent place petit à petit, et les mecs qui dirigent l'AIACR comprennent enfin que c'est long et chiant à écrire, du coup ils changent pour Fédération Internationale de l'Automobile. Et comme on change pas une équipe qui gagne, les hommes recommencent à faire les grands gamins avec leur bagnole. On crée donc en 1950 le Formula One World Drivers Championship. Et bah ouais, il n'y avait pas encore de championnat constructeur à l'époque. Il faut donc attendre 1958 pour avoir le double championnat que l'on connaît aujourd'hui qui récompense un pilote et un constructeur. D'ailleurs, il ne faut pas confondre constructeur et équipe. En WEC, par exemple, certaines équipes ne sont pas constructeurs comme Jackie Chan Racing. C'est une équipe qui achète une voiture pour courir. Cela n'est pas le cas en Formule 1, les équipes sont considérées comme étant des constructeurs. La réglementation oblige chaque équipe à concevoir son propre châssis depuis 1981, même si avant cette date, des équipes achetaient des voitures à d'autres équipes. On les appelait les privateers, mais ça c'est une autre histoire. La FIA organise donc les règles du championnat, mais c'est les organisateurs de chaque Grand Prix qui décident quelles équipes peuvent venir courir, combien ils donnent de pognon et comment se déroule l'événement. Vous doutez bien que c'est pas la même organisation d'un Grand Prix à l'autre et que ça fout le bordel. Cela crée des tensions entre les équipes évidemment puisque tout le monde veut une grosse part du gâteau. Et la FIA, elle, c'est pas vraiment son problème on va dire. Arrive tonton Bernie le sauveur. Oui, c'est lui qui va créer une organisation, la Formula One Constructor Association, qui va réunir presque tous les constructeurs du championnat, mais plus particulièrement les équipes dites indépendantes entre guillemets que l'on connaît tous comme McLaren, Williams ou encore Tyrrell pour ne citer que. Ces constructeurs vont parler d'une seule voix et finalement comme l'union fait la force vont pouvoir négocier les contrats et l'organisation avec chaque Grand Prix pour que ce soit moins le bordel et que tout le monde y gagne. Donc maintenant ce n'est plus les Grands Prix qui fixent les règles mais les équipes. Parce que si ça ne convient pas aux équipes, elles ne viennent pas et tu n'as pas de Grand Prix. D'ailleurs avec un certain Paddy McNally, ils vont disposer des pancartes publicitaires pile dans le champ de vision des caméras de télévision. Mais surtout ils vont faire une disposition thématique en fonction des virages. En fait, des emplacements publicitaires dans un virage sont vendus à une marque pour avoir une exposition totale et qu'elle ne soit pas mélangée avec d'autres marques. C'est toujours le cas aujourd'hui, la ligne droite de départ arrivée au Castellet par exemple est dédiée au sponsor titre du Grand Prix de France, à savoir Pirelli. C'est pareil pour la ligne droite de départ arrivée et le premier virage à Silverstone, mais cette fois-ci avec Rolex. Bon, forcément, tout cela engendre pas mal de pognon, on va dire, mais et la FIA là-dedans. Parce que bon, c'est bien beau que les équipes prennent tout le pognon,
fédération, mais c'est quand même la FIA qui a créé le championnat et qui fait en sorte que ça tienne un minimum debout. Bah, vous inquiétez pas que la FIA prenait une bonne partie des recettes justement. S'ensuit alors une bataille entre la FOCA, la Formula One Constructor Association, et la FISA, la Fédération internationale du sport automobile, présidée par Jean-Marie Balestre. La bataille s'axe autour du règlement de la Formule 1 qui ne convient pas, du paiement fait aux équipes, bref, c'est assez tendu. Si la FOCA est un groupe qui permet de faire pression via un boycott par exemple, la FISA, elle, peut mettre en place des règles pour faire ce qu'elle veut à la FOCA. On pourrait parler très longuement de cette guerre entre la FOCA et la FISA, mais ce qui importe c'est surtout sa résolution, les fameux accords Concorde. Oui, ça aussi vous devez l'entendre depuis un petit moment, de ces accords Concorde, mais qu'est-ce que c'est concrètement? La FOCA et la FISA se réunissent à la FIA, place de la Concorde à Paris, pour négocier qui fait quoi et qui détient quoi dans la catégorie la Formule 1. Les accords Concorde sont donc confidentiels et s'appliquent sur une durée déterminée. Il y a quelques principes généraux qui permettent de savoir comment fonctionne la F1 moderne que l'on connaît aujourd'hui. Les règles techniques et sportives de la Formule 1 doivent être relativement stables pour protéger les équipes du bon vouloir de la FIA et les mettre dans la merde, on va dire financièrement parlant. Par exemple, la FIA ne peut pas du jour au lendemain dire stop les V10, place aux 4 cylindres en ligne avec un système hybride qui marche à l'hydrogène et ça prend effet pour le prochain Grand Prix. Donc ça, non. Chaque équipe qui s'inscrit en F1 doit disputer toutes les courses de la saison. Cela pour garantir aux organisateurs de Grand Prix un plateau d'équipe et assurer les fans qu'ils auront une course à regarder. C'est aussi pour éviter les boycotts par exemple, entre autres, et il y a forcément quelques exceptions à la règle quand les équipes n'ont plus d'argent et doivent stopper le championnat. Dernier principe général et pas des moindres, la FIA prête ou loue entre guillemets le droit d'exploiter l'image de la catégorie Formule 1. Bah oui, comme c'est la FIA qui a créé le sport, c'est logiquement elle qui en détient l'image. L'image de la F1 est donc gérée par la Formula One Promotions and Administrations, qui deviendra le Formula One Group, une société créée et gérée pendant longtemps par un certain Bernie Ecclestone. Voilà pour le premier accord Concorde qui prit fin en 1987. On reviendra sur ces accords à travers l'histoire dans une autre vidéo, il y a beaucoup de choses à raconter, notamment avec Tonton Bernie. Comprenez que dans l'ensemble, cela permet d'avoir une certaine stabilité dans le sport de la part de la FIA et de gagner de l'argent pour tout le monde par rapport à avant. La Formule 1 est un sport pour les fans, mais un produit avant tout à vendre d'un point de vue économique. On vend donc 10 équipes de 2 voitures qui se disputent 2 championnats du monde à travers le globe. Donc si on vit des grands prix comme celui de France ou d'Espagne, le produit n'est pas à la hauteur des attentes des gens par rapport à ce qu'ils payent. C'est pour cela que les accords Concorde pour 2021 prennent plus de temps que prévu, puisqu'il faut que la FIA et le Formula One Group se mettent d'accord avec les équipes pour décider de l'avenir du sport de manière à améliorer ce qu'ils vendent. Sauf que les équipes ont chacune leurs opinions et leurs enjeux financiers. Vous comprenez maintenant que c'est la FIA qui demande à Pirelli de faire des pneus de merde entre guillemets, que c'est la société Formula One Group qui vend le sport finalement à toutes les chaînes de télévision et que c'est les équipes qui acceptent de participer au sport moyennant une part des revenus générés justement par cette même société, le Formula One Group. Maintenant qu'on a vu l'histoire, il ne nous reste plus qu'à faire d'autres vidéos pour aller un petit peu plus loin, vous allez voir, il y a pas mal de petites choses. Ciao ciao. Best decision is my decision. Best decision is my decision. Best decision is my decision.